C'est la vie rêvée d'être footballeur pro. On va pas se mentir. Ouais, c'est un rêve. Beaucoup de jeunes lâchent vite prise en fait. En gros, ils arrêtent ou ils passent à autre chose quoi. Lève-toi, bats-toi, fonce mec. La vie est un combat. Je m'appelle Ezoya, je suis barbeur. J'exerce ce métier depuis maintenant une dizaine d'années. Je coiffe beaucoup de personnes, footballeurs, acteurs, chanteurs, rappeurs. Je kiffe le moment que je vis avec eux. C'est pour ça que j'aimerais vous les partager. C'est comment mon gars là? T'es vers où? Jax, Ezoya barbeur, c'est comment mon gars? La forme? Ça dit quoi? Tranquille? Vas-y, on y va? Vas-y. C'est comment? Ça va? Ah Ezo, ça fait longtemps hein. Ça fait très longtemps. Je reviens un petit dégradé avec toi. Propre. Tu quoi maintenant comme couple? Ah, dégradé américain soigné comme d'hab. Wave. Ah, toujours. Dégradé bas. Ouais, bah, en fait, je me fais la petite stache comme d'hab là. Tu connais, ça bouge pas. Ouais, Yaya, présente-toi vite fait, parce que moi je te connais, mais. Ouais, je m'appelle Yaya Sanogo, 30 ans, footballeur professionnel, originaire des Ulysses dans le 91. Hola, buenos dias. Ouais, je parle un peu espagnol. Yaya Sanogo, footballeur qui a joué à Auxerre, qui est parti à Toulouse, qui est parti aussi à Arsenal. Attention, joueur très élancé, costaud, dur sur l'homme, j'aime bien. Quand tu étais plus jeune, t'avais une coupe qui t'inspirait un peu? Non, j'avoue, moi c'était Will Smith. Hein. Will Smith? Ouais, prestance. Charisme. Ouais, charisme, tout dedans, tu vois ce qu'il dégage. Bien sûr, je vois très bien. Donc ça veut dire que quand je regardais ses coins, il avait les coins au laser. Angle droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. C'est ça. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu te rappelles comment on s'est rencontrés déjà? Ouais, je me rappelle. Hein. Je sais que c'était en 2013. C'est ça. Via Teddy Tango, champion du monde, à l'INSEP. T'es venu, bah, direct, la connexion elle est passée entre nous. Clair. Et en plus, bon délire, et je t'ai tout de suite appelé Ezoya dit Barber. Donc ça a marqué. Et en plus, on avait les mêmes vibes en fait. J'écoute de la musique congolaise, alors que je suis pas congolais, ça t'a un peu marqué ça. Ça m'a marqué direct carrément. J'ai vu que tu dansais la gestu. Ce que vous savez pas, c'est que Yaya Sanogo, c'est un très grand danseur. On peut même croire qu'il est congolais. Regardez, avec Teddy Tango. Ezoya Barbeur est venu coiffer Sanogo Tango. Le meilleur coiffeur de Paris nous a coiffé, maintenant on est les plus beaux. Tu vois, c'est ça, Ezo. Tu vois, là, je te parle que de quand on s'est rencontrés. Oui, mais à l'époque déjà, t'avais dit la gestu d'un Congolais. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après, j'ai ce côté un peu, on me dit des fois, je suis un peu congolais. Un peu... Quelle origine déjà? Ivoirien, malien. Ah voilà, il y a du sang ivoirien déjà. Donc ça veut dire, tu vois, Côte d'Ivoire, Congo, ça se rapproche un peu, tu vois ce que je veux dire. À ce moment-là, tu jouais déjà? Je crois que je venais de signer Arsenal, parce que je me préparais avec Teddy. Ok. À l'INSEP. Est-ce qu'il y a un but vraiment qui t'a marqué? Un but qui m'a marqué? Un match, tu veux dire? Ou un but aussi, parce que ouais. T'es un striker de base, donc forcément, soit l'un, soit l'autre. Je te dirais, quand je mets les 4 buts à Laval. T'étais où à ce moment-là? À Auxerre. Je reviens de ma blessure, fracture de la jambe. Je suis resté 2 ans sans jouer. L'entraîneur, c'était un peu chaud dans le sens, il m'a aligné 3 ou 4 matchs d'affilée et les résultats, ils étaient un peu en dents de scie, tu vois. Et il me dit, bah Yaya, là ça commence à être chaud quoi, tu vois. Il m'a dit, là il faut qu'il se passe quelque chose, tu vois. Je lui ai dit, bah coach, moi je crois en Dieu et on verra la semaine prochaine. Et là, on gagne 5-4, j'en mets 4. J'ai plus le déroulement exact, mais je sais que le scénario c'était assez fou, tu vois. Genre il menait 1-0, 2-0, après je mets 2-1, 2-2, mi-temps, je mets le 3-2, il met le 3-3, je mets le 4e, il met le 4-4. Genre, et après, c'est Christopher Julien qui marque le but du 5-4. Tu vois. Donc, c'est vraiment un moment qui m'a. T'as marqué. Ouais, et ça a marqué les empreintes aussi, tu vois. Bon souvenir. Très bon souvenir. Surtout après la galère que j'ai pu avoir. En coller 4, c'est pas tout le monde qui met 4 buts. Même déjà à la PlayStation, de mettre 4 buts, tu sais très bien, c'est difficile. Alors en live, et la semaine d'après, ça enchaîne encore. On joue à domicile à Tours et j'en mets 3. Ah ouais, en fait, en 2 matchs, les esprits. 7 buts. Voilà, c'est ça. Waouh, 7 buts en 2 matchs. Finalement, tu as les mêmes stats que CR7.
Tout ça, en 2 matchs, donc une semaine, toutes les galères que j'ai pu avoir, ben là tu te dis en fait, ouais, c'est la délivrance, quoi. Tu vois, une libération, tu vois, c'est tout, quoi. La cerise sur le gâteau, bah, je suis convoqué en équipe de France. Tu vois, on avait une génération dorée. 93. C'est ça, Ouais. la génération Kondogbia, Pogba, Zuma, Umtiti, Areola, Thauvin. Ouais. C'est une belle génération, donc, ça. tu vois, et La fameuse génération 93, Florian Thauvin, Paul Pogba, Samuel Umtiti. Le seul qui ne fait pas un 93, c'était Kurt Zouma. Big up à toi, on est ensemble. on va à la Coupe du Monde. Bah, on la gagne. Bah, on la gagne, c'était difficile. Hein. On avait peut-être cette équipe, mais le tournoi était long. T'étais en affinité avec qui là-bas? C'était les gars proches vraiment. Kondogbia, Paul Pogba, Zuma. Ouais, on était tout le temps ensemble. C'est la fine équipe de. Ouais. Ok. Ouais, ça, franchement, c'était la fine équipe. Tu vois. On était là tout le temps dans les chambres. Il y avait Umtiti aussi. Et Thauvin. Ok. Après, en fait, si tu veux, on avait un super. Ce qui fait qu'on a gagné. Parce qu'il y a une bonne cohésion de groupe. Cohésion, tu vois. Parce que faut savoir que dans ce genre de compétition, tu restes quand même 2 mois. Vous restez 2 mois ensemble. C'est pas facile. Tu vois, et sachant qu'il y en a qui jouent pas beaucoup et ils savent qu'ils vont pas avoir trop de temps de jeu, donc ça veut dire qu'il faut avoir un groupe assez soudé, tu vois, et c'est le travail même des remplaçants qui ont une très bonne cohésion a fait qu'on a pu aller loin dans ce tournoi, tu vois. C'est quoi la journée type d'un footballeur pro? Parce que moi, en extérieur, pour moi, c'est la vie rêvée d'être footballeur pro. On va pas se mentir, être pro au jour d'aujourd'hui, c'est à tout le monde, tous les enfants veulent être pro. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un rêve. Ouais, c'est un rêve, c'est un rêve. Après, moi, en plus, je suis issu d'une ville où c'est que le foot. Beaucoup de joueurs qui sont issus des Ulysses. Ouais, Thierry Henry, Moussa Marega, Anthony Martial, Ouais. Julie Loki, Sega Keita, Johan Martial. Et en dehors des entraînements, de tout le cadre en soi, tu fais quoi à côté? C'est-à-dire, en gros, là, je parle de toi, mais plus ou moins un footballeur, il fait quoi? Parce que en vrai, vous travaillez que 4 heures par jour. C'est ça. Après, on est beaucoup dans la récupération. Dans le sens où dès que tu rentres à la maison, tu fais la sieste. Moi, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup quand même, c'est-à-dire de travailler en plus, tu vois ce que je veux dire, avec un préparateur physique, c'est-à-dire soit au foot, soit à côté, pour peaufiner, réajuster les manquants que je peux avoir, tu vois. C'est ça qui fait que tu puisses enchaîner les matchs, les entraînements, tu vois. Parce que faut savoir, c'est intensif quand même, tu vois, de jouer au haut niveau. Ça fait maintenant 12 ans. En sortant des Ulysses, j'avais des clubs qui étaient intéressés. Déjà, j'avais fait Clairefontaine. Tu vois, c'est des tours, tour par tour. Je suis arrivé jusqu'à l'avant-dernier tour. Et ils m'ont envoyé la lettre chez moi, ils m'ont dit qu'ils n'allaient pas me prendre. Donc c'était un peu la première grosse déception parce que nous on était issus de Paris et l'objectif de tous les jeunes c'était d'y aller à Clairefontaine. Ok, Clairefontaine c'était vraiment le truc, c'était le truc quoi. D'accord. Et du coup, quand j'ai eu ce petit contre-coup là, je me suis dit écoute, continue à travailler. Il y aura des clubs qui vont être intéressés si tu travailles bien, tu vois. Auxerre, Lens, Monaco, Sochaux, comme j'étais à Clairefontaine et j'avais passé les tours, qui étaient intéressés. Avec ma famille, Auxerre est venu, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés, qu'ils voulaient proposer un contrat de 5 ans. Et du coup, je suis parti à Auxerre à mes 12 ans et j'ai fait toutes mes classes là-bas. En rentrant dans le centre de formation, c'est là tout a commencé. Parce qu'il faut savoir que quand tu rentres dans le centre de formation, c'est très 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 compliqué. Vous êtes au moins 200 jeunes. D'accord. Et tu es avec ta génération, tu vois. On te dit bien, avant de rentrer au centre de formation, que c'est pas dit que tu vas finir professionnel en fait. Donc ça veut dire on le sait. Et de notre génération, on n'a été que 2 sur un groupe de 25. Et c'est la jungle. Vous voulez tous être pro, vous venez de loin, tout le monde va se donner corps et âme. Et il faut avoir beaucoup de chance aussi. La chance ne suffit pas. Parce qu'il y a Le travail, c'est surtout le travail, mais il en faut un peu. Tu vois. Mais il faut se la créer la chance. Quand tu te donnes les moyens, à un moment donné, il y a toujours une petite, une part de chance qui vient, même si ça prend plus ou moins du temps, mais ça vient quoi qu'il arrive. Comment tu m'expliques qu'aux Ulysses, il y a autant de gens qui sortent de là-bas? Pourtant, c'est le 91, c'est le ghetto. Déjà, il faut savoir qu'aux Ulysses, c'est que foot. Ça veut dire que tu sors de l'école, foot, on avait que des synthétiques. Frère, t'as pas le choix, tu étais obligé d'aller au synthétique. C'est un délire, il n'y a que des attaquants qui sortaient de là-bas. C'est quoi, c'est la chasse à l'homme ou quoi? Parce que Non, il y a Evra, Ah oui, c'est vrai. Il y a Evra, tu vois, il y a Pat qui a fait une grande carrière, tonton Pat. Attention, Patrice Evra a été formé en tant qu'attaquant. Et ensuite, lors de son passage à Nice, il passe arrière gauche. Mais tu as senti que tu avais du talent quand tu étais jeune? Tu sentais que, même si tu aimais ça déjà, mais est-ce que tu savais que tu étais un peu au-dessus par rapport aux autres au quartier? Par rapport à ceux de mon âge. Mais moi, je ne me mesurais pas à ceux de mon âge.
Pour moi, ceux de mon âge, je savais que j'étais un peu meilleur. Je calculais pas ça, je me disais, il faut être meilleur avec les meilleurs. Avec les grands. Tu vois. Et donc du coup, pour te dire, tellement on avait faim, surtout notre génération. C'est-à-dire on jouait du lundi au lundi, non-stop, au foot. C'est-à-dire on s'entraînait, on pouvait finir l'entraînement, on allait encore au synthé. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on savait pas où ça allait nous amener, tu vois ce que je veux dire? C'était le charbon, mais en même temps, je pense que c'était aussi le loisir, parce qu'en vrai, il y avait ce plaisir-là aussi. C'est ça. C'était une passion. On voyait les Thierry Henry qui vient de chez nous. C'était le meilleur attaquant de la planète. On voyait ça, tu viens de la cité, tu te dis, ah ouais, tout est possible. Dis-moi, quand tu étais plus jeune, c'est qui les attaquants ou l'attaquant qui t'inspire le plus? C'est Drogba. Drogba et Adebayor. Drogba, c'est ce qui se faisait le mieux. Et quand il était à Marseille, il nous a tous fait lever du canapé. Hein. Drogba. Drogba, c'était mon attaquant. Mais après, on m'a assimilé à Adebayor et du coup, c'était déjà, j'aimais bien, tu vois. Mais les deux, c'est les deux attaquants qui me fascinaient le plus. Ça a été quoi le moment le plus dur de ta carrière? Ça veut dire que moi, j'étais en pleine ascension à Auxerre, genre tout roulait pour moi, tu vois. 16 ans ou 17 ans, je sais plus exactement à quel âge. On va à un match et genre je revenais du Japon, un tournoi avec l'équipe de France. Genre j'étais déjà assez fatigué du voyage. Et à la 80e minute, il y a quelqu'un qui me tacle et je me fais fracture tibia péroné. Ça, ce moment-là, à 17 ans, te faire ça, sachant que tu es en pleine ascension, c'est très, 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 très difficile. J'étais compétitif pour être dans le groupe contre le Real Madrid le mardi et tu es sur le lit d'hôpital le dimanche. Bah tu vois, je me rappelle, après l'opération, il y avait l'équipe et ils avaient mis le jeune espoir Sanogo, blessé, pris en son élan quoi. Ouais. Grosse blessure, 8 mois d'arrêt, 1 an, je sais pas quoi. Là t'es blessé pour 1 an, 2 ans ou je sais pas parce que le chirurgien m'a dit le tacle était un peu violent quoi. En gros il disait c'était une grosse fracture quoi. Il me disait peut-être qu'il n'y aurait pas d'issue pour reprendre le foot. Dans ta tête, t'avais les rêves sur le banc contre le Real, exactement, contre Cristiano Ronaldo et Benzema et toute la clique. Et tu te retrouves sur un lit d'hôpital à Mulhouse. Ça, c'était le moment le plus délicat. Par rapport à cette période qui était difficile, qu'est-ce que tu as appris? J'ai pris au moins 5 ans d'âge mental. Vu que tout roulait pour moi, tu vois, c'était un peu fake. Où tout le monde s'occupait de moi, tout le monde était derrière moi. Ouais. Donc je me disais, c'était un monde gentil, quoi. Mais au moment de la blessure, c'est là que j'ai vu quelle était la vraie face des gens. Bah, les gens étaient là que par intérêt, parce que ce que je pouvais rapporter en fait. C'est-à-dire que, excuse-moi du terme, mais les footballeurs, on est un peu, j'aime pas employer ce mot-là, mais un peu c'est de la marchandise. C'est-à-dire que si tu brilles, on va te vendre. Et l'idée c'est ça. Ouais. Toi tu vas t'y retrouver tu auras un contrat onéreux. Ça va bénéficier toi et ta famille, mais si tu brilles pas. Cette période-là, genre j'ai beaucoup appris qui était qui en fait. À partir de ce moment-là, j'ai dit bah écoute, ce sera sans scrupule. Même le temps il était arrêté pour toi à ce moment-là. Complètement. T'as 17 ans, tu fais de rééducation en rééducation, tu te dis, mais attends, tous tes gars, tes potos progressent. Ils avancent, toi t'es en train de stagner. Ouais, ils s'entraînent, t'es en pleine croissance. Donc ça bousille ta croissance, malgré que je suis très très grand. Ça s'emboule tout dans ton corps en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Et tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes plus. Ça a été dur après. Bah, comme j'étais aussi cet espoir, l'entraîneur de l'équipe de France ne m'a pas lâché, tu vois. Ah ouais. Il m'a dit que quoi qu'il arrive, j'avais juste à bien travailler et bien revenir et qu'il allait en gros m'appeler, tu vois. C'était Pierre Monkowski, l'adjoint de Domenech à l'époque. J'étais bien encadré à Clairefontaine parce qu'il était là, il me voyait au quotidien en fait. Donc il voyait que je travaillais d'arrache-pied et la rééducation c'est complètement un autre délire. Où est-ce que tu as puisé cette force de caractère pour surmonter tout ça? Bah dans cette blessure-là, en fait, dans la fracture. Là. Petit à petit, j'ai vu que mon cercle se rétrécissait, en fait. Bizarrement, ton téléphone ne sonne plus. Tu vois? Mais après, c'était pas un problème, tu vois. Mais ça fait mal. Ça fait mal en étant jeune, quoi. Bien sûr. Après, je suis quelqu'un de croyant. C'est pour quelque chose derrière, en fait. Ouais. Je sais pas quand, comment, derrière chaque mal, je cache un bien, tu vois. Exactement. Là, j'ai commencé à avoir un mental d'acier, en fait. Et après, t'es parti tabasser ça en Coupe du Monde. C'est ça, après. U20. Tu vois. Donc, ça veut dire que, à partir du moment où le chirurgien te dit d'arrêter, tu vas plus rejouer au foot. J'ai dit, tu peux pas te mettre plus de pression. Il t'a dit, c'est mort. Donc, c'est que du bénéf. Si tu reviens, déjà, c'est un bénéf. C'est un miracle. Merci. C'est un miracle. Donc, si tu reviens, top. Mais toi, comme tu as la Coupe du Monde en ligne de mire et
de signer dans un meilleur club où j'avais des rêves. Si tu as un conseil à donner aux jeunes, ce serait quoi? De toujours croire en leur qualité et ne jamais baisser les bras. Je trouve avec mon expérience, beaucoup de jeunes lâchent vite prise en fait. Dès qu'il y a un peu de... c'est un peu chaud, en gros ils arrêtent ou ils passent à autre chose quoi. Et si tu aurais une citation, une phrase de motivation à dire tous les jours, ce serait quoi? À partir du moment où tu as la santé, lève-toi, bats-toi, fonce mec. À partir du moment où tu as la santé, tu peux pas faire le feignant. Lève-toi et bagarre-toi. La vie est difficile. La vie est un combat. Bon Yaya, comme tu as pu le voir, c'est très bien passé. Forcément, il y aura un prochain épisode. Qui penses-tu voir entre ces 5 personnes dans le prochain épisode? Moi, je pense que ce sera... Cette personne-là? Ouais. Ok, on verra bien. Donc, je pense, je vais regarder. Tu vas regarder et tu verras bien. Ouais. C'est la surprise. C'est la surprise. Si vous voulez suivre les actualités de Yaya Sanogo, c'est là. Tête à tête, c'est là, juste au-dessus de ma tête. Et Zoya Barber, c'est là. Moi, il n'y a pas besoin.